Salut à tous. Avant de vous laisser écouter ce nouvel épisode de Vue du banc, petit message pour vous rappeler que si vous voulez une expérience complète et vivre l'Euro comme nous allons le vivre, avec à la fois de l'audio mais aussi de l'écrit et nos articles, il faut s'abonner à coparena.com. Coparena, l'application qui vous sert le football en profondeur. Vous y retrouverez nos analyses et d'autres articles en tout genre sur la compétition. C'est disponible sur l'Apple Store ou le Play Store ou sur coparena.com. Pour vous inscrire, c'est très simple, rendez-vous sur le site coparena.com/inscription. Et si vous voulez profiter d'un mois gratuit au moment de l'inscription, n'oubliez pas d'entrer le code promotionnel COPAVDB Euro, COPAVDBEURO. Et vous aurez droit à votre premier mois gratuit pour découvrir tous nos contenus, à la fois écrits et audio. On espère vous retrouver là-bas aussi. En attendant, bonne émission. Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 4e épisode de la saison 8 de Vue du banc. Dans cet épisode, on va revenir sur la deuxième journée de l'Euro avec la victoire de la Belgique 3-0 contre la Russie, la victoire de la Finlande contre le Danemark 1-0 et le match nul entre le Pays de Galles et la Suisse. Dans cette optique, je suis accompagné de tauliers habituels, d'abord de Christophe Cuchy. Salut Christophe. Salut Raphaël, très heureux d'être présenté le premier. C'est la première fois depuis 4 ans, donc j'en suis très heureux. Je sais que tu fais souvent la remarque, c'est pour ça que je vais essayer d'alterner pendant cet Euro, Christophe, pour te mettre dans les meilleures dispositions. Je vois que tu as déjà ton t-shirt de Miami Dwayne Wade, si je ne m'abuse. Absolument, j'ai décidé de me looker différemment chaque jour. Je suis un peu le Christina Cordula raté des Hauts-de-France. Avec un petit bandana du plus bel effet. Militaire. Absolument, c'est tout à fait étudié. Il y aura peut-être un bob, non j'ai pas de bob, mais un bonnet qui arrivera vraiment. Puisqu'il y a la vidéo, je vais faire n'importe quoi pendant un mois. Très bien, ce que tu faisais avant mais qu'on ne voyait pas. Florent, de l'autre côté, là, salut Florent Tonuti. Salut Raphaël. Avec son siège toujours vêtu de cette belle casaque. La casaque qu'on portera un de ces jours pour un épisode. Peut-être pour un épisode un peu plus festif que celui-ci, parce qu'on parlera forcément de l'événement qui est arrivé concernant Christian Eriksen, qui heureusement est dans un état stable et qui a l'air d'être conscient et au moins d'être dans un état beaucoup plus positif qu'on l'a vu lors du match entre le Danemark et la Finlande. C'est la bonne nouvelle du soir. On va d'abord commencer par le match entre la Belgique et la Russie, parce que c'est celui qu'on vient de voir, Florent. Victoire 3-0 des Belges avec un doublé de Romelu Lukaku et un but de Thomas Meunier qui a également claqué une passe D. Thomas Meunier qui a remplacé Timothy Castagne, qui a donc, comme vient de me prévenir Christophe avant qu'on démarre, souffre d'une double fracture du visage. C'est ça, je crois, Christophe. Et donc, oui, c'est ce que je vois passer. Ouais. Fin de l'Euro pour lui. Il y a beaucoup de blessures chez les Belges et de bobos avant ce début d'Euro et même avec ce début d'Euro. Puisque le Hazard est arrivé dans un état moyen et De Bruyne, on ne sait toujours pas à quel match il va jouer en fait. Je crois que c'est encore. C'est ça, sachant que ouais, mais il y a pas mal de mecs quand même qui sont, qui je pense n'auraient peut-être pas été pris. Alors ils ont tous un statut, hein, mais qui n'ont peut-être pas été pris si c'était des listes de 23 et là en liste de 26, Goretzka, Witsel, Verratti, De Bruyne. Peut-être qu'une partie aurait été dans les listes, mais là c'est vraiment des wildcards où tu te dis peut-être qu'ils ne viendront que pour des huitièmes ou des quarts de finale. En face, la Russie, donc je vais donner les deux compositions et ensuite on partira avec Flo sur ce début de match entre les Belges et les Russes. La Belgique en 3-4-3 avec Thibaut Courtois dans les buts, Vertonghen, Boyata et Alderweireld derrière. Une ligne de 4 avec Thorgan Hazard à gauche, Timothy Castagne à droite, Dendoncker et Tielemans au milieu de terrain. Et devant Carrasco, Lukaku et Dries Mertens du côté des Russes. Chounin dans les buts, une ligne de 4, Zirkov, Dikia, Semenov et Fernandez, Barinov et Ozdoev au milieu de terrain, Golovin en 10, Kouziaev à gauche, Zobnin à droite et la légende, l'échelle Djouba en pointe, qui n'a pas marqué malheureusement pour le pari de Christophe, qui avait misé sur un but de la tête de l'ami Artem. Ça ne s'est pas passé comme ça. Flo, alors je sais que vous n'avez pas été globalement emballé par cette rencontre, mais que peut-on dire de cette Belgique prétendante au titre final et qui démarre par une victoire large, peut-être plus large que dans le contenu, qui ne tire pas énormément sur l'ensemble du match. Voilà, justement, est-ce que j'ai proposé des pistes sur ce match-là ? J'ai surtout fait attention à ce qu'a proposé Lukaku, qui continue sa très belle saison. Est-ce que Lukaku peut suffire à emmener la Belgique sur ce qu'il a fait en quart, voire en demi ?
Vu le groupe, je pense que c'est plutôt bien parti et c'est très bien comme ça pour la Belgique. C'est-à-dire que, en effet, c'est pas un match qui nous a particulièrement emballé, mais plus parce que, en fait, le match a été écrit dès les premières minutes de jeu et derrière, il s'est rien passé de spécial. C'est-à-dire à partir du moment où la Russie offre le premier but. Sur les 3 autres matchs, on a à chaque fois eu jusque-là, joué avant ce Belgique-Russie, on a eu des oppositions très déséquilibrées, mais la question à quel moment va être marqué le premier but, à quel moment la situation va être débloquée pour l'équipe dominante, et du coup à quel moment le match va basculer peut-être sur un autre scénario. L'Italie a pu appuyer et a déroulé, la Suisse, on va revenir dessus, a totalement déjoué après son but. Danemark-Finlande, ça a été très spécial, mais c'était un match à sens unique aussi, de la première à la dernière minute. Et là, ce Belgique-Russie, le but est arrivé très vite. Et en fait, très rapidement, on a vu que la Belgique était supérieure, que la Russie avait pas vraiment d'argument à part essayer de trouver Dzyuba en déviation vers des gars, mais les Belges ont plutôt bien défendu autour de Dzyuba à chaque fois pour empêcher les actions de se développer. Et finalement, ça a été un match sans grande histoire, maîtrisé. Il y a rien à redire. Les Belges n'ont pas été testés, ont été réalistes, puisqu'ils marquent sur seulement 9 tirs et 4 tirs cadrés, 3 buts. Mais après ça, il y a presque rien à raconter. C'est là-dessus que c'est décevant. Mais globalement, si t'es belge ce soir, je pense que t'es très content parce que tu gagnes facilement, tu rentres facilement dans ton tournoi. Et vu le résultat de l'autre match, tu peux te dire que t'es déjà qualifié presque. Il va te suffire de prendre des points face à la Finlande pour assurer ça. Et à côté de ça, t'as pu gagner sans avoir utilisé beaucoup Hazard, sans avoir utilisé De Bruyne qui était de toute façon blessé, avec Witsel qui était toujours pas là et avec tous ces petits bobos comme tu disais qu'il faut gérer. Donc voilà, en tant que spectateur neutre, c'était assez ennuyeux parce que c'était un match sur des rails dès les premières minutes. Mais je pense qu'en tant que supporter belge ou même en tant que Roberto Martinez ce soir, t'es très content du match. Surtout que Lukaku démarre du coup très bien son tournoi. Christophe, tu avais été brillant sur le projet de jeu de la Turquie. D'ailleurs, ton analyse a buzzé sur les réseaux au-delà de ton look. Est-ce que la Russie, qui a perdu également 3-0 contre une des belles équipes du tournoi, en tout cas belles équipes en théorie, a proposé plus de choses que la Turquie? Un peu plus quand même. Elle a même eu une espèce de mini temps fort quand même. Après l'ouverture du score évidemment, parce que l'ouverture du score elle arrive au bout de 10 minutes. Donc forcément, il s'est pas passé énormément de choses auparavant. Mais je dirais autour du quart d'heure, j'ai plus les minutes exactes, mais il y a quand même un moment où tu te dis ah tiens, peut-être que cette équipe va être capable de mettre la Belgique sous pression, parce que mine de rien, c'est la première fois qu'on voit un but aussitôt. L'échantillon est faible, l'Euro vient de commencer, mais qu'on voit un but aussitôt, but en plus du favori. Donc tu te dis là, il y a une vraie interrogation sur la réaction de l'outsider, alors que typiquement, je vais pas un peu dévoiler ce qu'on va dire tout à l'heure, mais le Pays de Galles encaisse un but à un moment où tu dis il faut pousser pour la dernière demi-heure pour essayer d'égaliser. Là, il y a une vraie question de quelle va être la gestion russe. Est-ce qu'on sort du plan de jeu? Quel est d'ailleurs le plan de jeu? Parce qu'au bout de 10 minutes, tu le sais pas encore forcément. Même si tu te rends compte rapidement que ce qui est d'envoyer des ballons hauts sur Dzyuba qui joue en remise, finalement, il n'y a pas énormément d'autres choses. C'est-à-dire que Golovin peut un peu jouer au sol. Autour de lui, c'est quand même un peu faiblard. T'as des montées de Fernandez, le latéral droit assez offensif. T'as les centres de Zhirkov, ou Zirkov, je sais pas si on la prononce à la russe ou pas, côté gauche, mais c'est quand même assez limité. T'as ce temps fort qui d'ailleurs est pas loin de se concrétiser dans l'autre sens, puisque l'ami Semenov qui coûte déjà le premier but fait une passe un peu trop molle au moment où la Russie a limite à 10 dans le camp adverse, que Lukaku récupère, et Lukaku est pas loin d'aller marquer le 2-0. Mais honnêtement c'est difficile de savoir quel est le plan russe, et autant j'ai pas du tout été enthousiasmé par ce qu'a fait la Belgique, mais d'un autre côté 1-0 au bout de 10 minutes, 2-0 au bout de 34 minutes, je comprends tout à fait pourquoi la Belgique n'a pas besoin de faire plus en fait. Déjà de base, son plan de jeu est intéressant, c'est pas non plus le plus flamboyant, même sur des matchs de préparation sans enjeu. Donc sur un match comme ça que tu mènes 2-0 où l'adversaire est pas spécialement dangereux, il n'y a pas forcément besoin de faire plus, simplement éviter de concéder trop de temps faible. Et j'en veux pas trop à la Belgique, mais simplement son approche a un peu endormi le match. Le souci, c'est que la Russie a dit ok, vous endormez le match, on va dormir avec vous. Donc oui, un petit peu gêné par ça, parce que c'était à la Russie d'essayer d'aller marquer, et que même le fait d'aller chercher Dzyuba dans les airs,
ça s'est assez vite éteint en fait. C'est-à-dire qu'après, tu n'avais plus non plus forcément la domination territoriale pour le trouver facilement, parce que si tu es dans le camp adverse, que tu fais des centres, tu peux être dangereux. Si tu as la balle à 60 mètres du but adverse, bon, bah, du coup, ça sera des têtes de déviation et tu devras encore construire une attaque derrière. Et même la gestion du terrain, elle a quand même été difficile. Et la Belgique a, je pense, quasiment aucune phase passée les 25-30 premières minutes où ça laisse le ballon sur la Russie pendant plus de 2 minutes. Quand est-ce que pour la dernière fois, Flo, l'équipe de Russie a été intéressante? J'ai l'impression qu'on y a cru un moment à l'Euro 2012 là, avec Dzagoev qui était super jeune et qui à un moment fait un bon match. Je crois que c'est en début d'Euro 2012. Mais, Coupe du Monde 2018. Ils sortent des poules. Oui, ouais. Je dis pas qu'ils sont intéressants. Oui, non, mais c'est vrai que c'est la Russie de Cherichev. Exactement. La Russie qui fait 100. Qui est entrée et sortie aujourd'hui d'ailleurs. Qui est rentré en jeu à la 29e et qui ressort à la 63e. La Russie qui faisait 125 km par match. C'est ça. Et Cherichev qui mettait des lucarnes de 30 mètres à tous les matchs. Oui. La Russie qui joue en Russie aussi. Hein. Bon. Il y aura peut-être des questions. Après, là, ils ont joué en Russie aussi. Mais ouais. Je pense que le contexte physique n'est pas le même. C'est très poli comme analyse. Non, mais je suis un peu... Je sais pas, je suis déçu, Flo, parce que il y avait quand même eu... Alors, je crois qu'en fait, le dernier grand souvenir qu'on a de la Russie, c'est 2008, je pense. Ça va être la dernière fois qu'ils proposent quelque chose. Mais un pays qui a quand même une culture du football depuis longtemps, ils sortent aucun joueur passionnant, tu vois. Enfin, Golovin, à la limite, est peut-être le seul sur qui tu peux un peu frissonner. Il y a Miranchuk, là, qui entre en jeu et qui est assez sympa, mais qui, pour l'instant, n'est pas encore installé à l'Atalanta. Mais c'est ça que je trouve assez frustrant, tu vois. Autant je voue une haine profonde pour la Suède 2018, mais il y avait Forsberg qui, au milieu de tout ça, était intéressant, qui était trouvé dans des positions assez productives pour lui. Autant là, la Russie, Golovin, il était là, mais parce que la Russie arrive à mettre son bon joueur dans de bonnes conditions, je suis pas convaincu. Bon, j'ai pas forcément de relance là-dessus, donc Non, je pensais que tu allais me parler un peu de Dzagoev. Après, il y a quelque chose avec la Russie, c'est ça reste des joueurs qui jouent pour la plupart tous en Russie, au pays, qui restent là-bas. Et est-ce que ça, parce qu'ils ont largement les moyens de rester là-bas, est-ce que ça joue pas aussi sur la richesse de l'équipe et le fait de pouvoir hausser le niveau quand tu rencontres une équipe de Belgique où en face il y a des joueurs qui ont fait des derniers tours de Coupe d'Europe ou alors pas tous de Ligue des Champions, mais voilà, qui ont connu quand même des gros matchs. Quand côté russe, il y avait qui côté russe là qui a un niveau quart de Ligue des Champions ou qui est déjà allé? J'ai pas l'impression qu'il y en a un seul. Mais sachant déjà Zirkov, à part Zirkov, si tu reviens en arrière, ouais. Oui, après à ce moment-là, tu peux dire que en 2018, Ivanovic avait fait aussi des choses en Ligue des Champions, quoi. Je pense qu'on est à peu près sur cette temporalité-là, sur l'état physique du joueur. Même si finalement, il est pas si vieux que ça. Enfin, il est pas si vieux. Il est effectivement vieux, mais en fait, comme il a explosé assez jeune, on a l'impression qu'il a 45 ans, il en a 37, ce qui bon. Et ça reste pas mal. Pour un latéral, ça reste pas mal. Non, mais ça reste pas mal. Mais moi, sincèrement, dans ma tête, s'il en a... Enfin, je sais qu'il est pas si vieux, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il en a 42. Bon, quel âge 37, c'est vieux, mais... Quel âge a Alan Dzagoev, selon vous? 31. J'attendais une réponse du Flo qui veut pas du tout jouer à ce jeu. Oui, non. Mais 30, t'es pas loin, Christophe. Mais son Euro 2012, il démarre super fort. Tu te dis, oh là là, ils ont un joueur incroyable. Et puis sa carrière depuis, c'était un peu le David Odonkor de 2012. J'abuse. Non, mais ce que juste j'allais dire, c'est que là, le meilleur joueur russe, hormis Dzyuba, c'est Golovin. Et Golovin n'est pas forcément indiscutable à Monaco. C'est-à-dire que Golovin, t'as des vraies interrogations. Savoir s'il est au-dessus de Sofiane Diop ou pas. Alors, il a des problèmes physiques, etc. Mais je veux dire, il n'est pas indiscutablement au-dessus de Sofiane Diop. Sofiane Diop, dans la hiérarchie française, il est, je sais pas, 14e à son poste. Il est même pas en espoir. Donc voilà, mais c'est bon. Alors je pense que Golovin dans l'absolu a un vrai bon niveau, mais au-delà du match, effectivement on peut parler tactique, rapport de force, etc. Mais ce que je trouve que c'est assez intéressant que tu soulignes les individualités, parce que non seulement il n'y a pas beaucoup de stars qui vont vraiment t'emmener très haut, même si Cherichev a l'air physiquement totalement à la rue et que peut-être que s'il est en meilleure forme, ça limiterait un peu la casse, mais encore une fois, c'est pas non plus un mec qui plane sur la Liga. Mais les deux défenseurs centraux et le gardien, les buts ne doivent jamais exister en fait. T'as l'ami Semenov qui coûte le premier parce qu'il remet en jeu Lukaku sur une balle où Lukaku est 3 mètres
3 mètres hors jeu, il la joue, il se foire totalement. Alors il a pas à la jouer, il doit savoir que Lukaku est hors jeu derrière lui, même si bon, voilà, tu peux pas tout voir non plus, mais là quand même, Lukaku est le seul joueur dans sa zone, et deuxièmement, t'es pas obligé de faire n'importe quoi sur ton geste. Et le deuxième, c'est le gardien qui reprend un centre. Enfin, il transforme un centre pas dangereux, qui est même pas une frappe, pas centre-tir, hein. C'est un centre et il l'envoie dans les pieds de Meunier. Et à partir de là, donc l'ami Chounin, que je ne connais pas, peut-être qu'il est intéressant le reste de l'année, mais à ce niveau-là, c'est quand même compliqué. C'est la plus grosse, même même le but encaissé par le Danemark, Schmeichel, tu te dis bon, la balle lui vient dessus à bout portant, etc. Il peut mieux faire, mais c'est pas scandaleux. Là, les 2 buts, ils doivent jamais exister. Donc à partir de là, c'est sûr que si t'offres des buts au-delà de défaillance dans le plan de jeu ou autre, tu peux pas gagner des matchs à ce niveau-là parce qu'on n'est pas sur des matchs ultra ouverts. La Belgique a eu 66% de possession, Flo seulement 9 tirs, tu l'as dit, notamment parce qu'ils ouvrent très vite le score. Qu'est-ce qu'on peut dire de leur jeu offensif ? J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de diago de Alderweireld vers Thorgan Hazard. Je sais pas si c'est un truc sur lequel la Belgique a volontairement appuyé ou ça s'est ouvert parce que la Russie avait ce plan de jeu là et que c'était l'espace qu'ils ont libéré. Mais c'est ce que j'ai vu le plus. Finalement, ce trio Carrasco, Lukaku, Mertens m'intrigue beaucoup parce que Carrasco est plus du tout utilisé dans ce rôle à l'Atlético. Il aurait été plutôt dans le rôle d'un piston. Alors est-ce qu'il va rester ou pas quand De Bruyne, quand Hazard vont revenir, c'est aussi une autre question. Mais qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu offensif belge sans ces 2 leaders d'attaque qui sont en théorie Hazard et De Bruyne ? Bah, c'était très. Enfin, moi j'ai trouvé ça très, très scolaire. Hein. C'est-à-dire que t'es en 3-4-3 en possession du ballon. T'as l'occupation des demi-espaces par Carrasco et Mertens. T'as tes latéraux qui apportent de la largeur. Enfin, tes latéraux, tes pistons qui apportent de la largeur. Et puis au milieu, t'as un Tielemans qui essaie de mettre du liant et d'apporter un peu de verticalité. Mais c'est vrai que globalement, c'était bien collectivement, c'était scolaire, mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait pas grand-chose qui dépassait, il y avait pas grand-chose pour s'enflammer, pour changer de rythme, pour accélérer. Mais en même temps, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est t'ouvres le score au bout de 10 minutes, les Russes t'offrent le deuxième à la 34e. Pourquoi se forcer à accélérer quoi ? Derrière, tu contrôles, tu gardes la possession. On va parler après d'un autre match où il y a une équipe qui a l'impression d'avoir fait le plus dur quand elle ouvre le score et qui perd totalement le fil de la rencontre. Donc ça aurait pu arriver aussi à la Belgique. Ça leur est pas arrivé, mais c'est vrai qu'offensivement, voilà, t'avais des tentatives de jeu, notamment autour de Carrasco, des percussions, essayer de trouver Lukaku en appui. Qui prend la position, on va dire, au poste avec le défenseur central dans son dos. Mais globalement, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de quoi s'enflammer, mais c'était bien exécuté. Mais là encore, on reste là-dessus, il n'y avait pas besoin de forcer. Pas besoin de forcer pour cette Belgique qui démarre bien. Et ça confirme aussi un peu, Flo, ce qu'on avait dit sur le fait que la plupart des groupes, en dehors de celui de la France, ont un favori vraiment détaché du reste. Les premiers matchs l'ont confirmé, l'Italie dans le groupe contre la Turquie, la Belgique là dans le groupe contre la Russie. Je pense que ce sera pareil pour l'Espagne dans son groupe, ça risque d'être pareil pour l'Angleterre, même si l'Angleterre a quand même une capacité à se saborder plus forte que certaines autres nations historiquement. Mais c'est vrai que c'est le risque de cet Euro à 24 de comment les poules sont tombées. À voir si les Pays-Bas auront la même supériorité sur leurs adversaires dans leur poule. Peut-être là que le doute existe. Mais sinon ça paraît quand même bien séparé en termes de niveau. Bah, disons que là les 2 premiers groupes, j'ai l'impression qu'on connaît déjà les leaders à la fin, les 2 futurs vainqueurs de groupe. Après oui, j'ai pas non plus envie de trop m'avancer comme toi parce qu'il y a toujours un gros qui va louper son entame à un moment donné. Donc à voir qui ça va être. C'est vrai que les Pays-Bas sont la cote la plus faible à ce niveau-là, vu ce qu'ils ont fait récemment, vu le passif de Franck de Boer. Mais le côté chat noir en plus. Mais c'est vrai que pour l'instant la hiérarchie est respectée, à part sur le match entre le Danemark et la Finlande. Christophe, un mot à rajouter sur cette rencontre ? Dire qu'il y a beaucoup de joueurs un petit peu eau pétillante du côté belge. C'est-à-dire que, et je dis ça, j'aime bien l'eau pétillante. Plutôt Sandpe, plutôt Perrier, plutôt quel est ta... Ceinture en ce moment. Ceinture. J'étais très Salveta, mais au bout d'un moment ça manque de goût, donc Ceinture ça a plus de caractère. Mais c'est vrai que quelqu'un comme Tielemans, par exemple,
encore. Alors de Donker, c'est même pas une mauvaise eau pétillante, mais un peu plus banale. C'est-à-dire que honnêtement, ça fait bien le job, c'est plutôt bon, hein, ça fait bien passer les plats. Je t'avoue que sur un repas du midi, c'est intéressant. Maintenant, quand tu veux te faire plaisir, aller au resto, t'espères plus du vin rouge ou un truc assez sympathique. Et Tielemans, ça fait partie de ces joueurs belges, j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup. Alors soit sur leur niveau intrinsèque, c'est-à-dire que Tielemans, c'est un peu comme ça que je le vois, peut-être à tort, hein. Mais c'est-à-dire que c'est un bon joueur qui fait bien le lien, mais de niveau Leicester, quoi, pas forcément. Je suis pas sûr qu'il ait une vitesse supplémentaire, même si bon, on me dira qu'il a offert une queue en marquant une lucarne de 30 mètres, hein, mais je parle vraiment de sa capacité à mettre du liant dans le jeu, à être un bon numéro 8, on va dire. Mais ses partenaires, alors c'est pas toujours le cas, c'est-à-dire qu'un Carrasco est un joueur qui a de la personnalité, mais la manière dont il est utilisé là, un peu comme Mertens, même Hazard, qui a d'ailleurs dit que son poste préféré c'était faux numéro 9 et qu'il la joue piston. Alors il est de plus en plus habitué à jouer piston, mais voilà. C'est pour dire que soit sur les caractéristiques intrinsèques des joueurs, soit l'utilisation qui en est faite, ça dilue un peu leur niveau et ça fait des choses où, bah, comme le disait Florent, c'est scolaire, c'est propre, un peu propre même, c'est-à-dire que c'est bien, mais ça manque un peu de folie, ça manque un peu de caractère, et sur ces matchs-là, ça t'évite d'avoir trop de temps faible, ça te permet d'avoir quand même une dose de contrôle assez intéressante face à plus faible, mais ça termine souvent par des combinaisons un peu prévisibles, des centres. Là, la Russie savait pas défendre les centres, donc ça se passait bien, mais quand t'as pas Hazard, Eden, même si son entrée est pas indigne, hein, il met vraiment du peps. Et quand t'as pas De Bruyne, qui lui est vraiment un joueur qui sort de ce cadre-là, bah, il te reste que Lukaku en fait. Et Lukaku, comme tu le disais en début d'émission, peut te porter sur pas mal de situations parce qu'il va aller marquer des buts tout seul. Mais les autres, si t'as que des passes plats, je pense qu'à un moment t'atteindras ton plafond. Donc pour moi, il y a un vrai besoin d'avoir De Bruyne pour éviter de sortir de ce truc où tu fais un peu toujours la même chose de manière honorable mais pas brillante non plus. Il y a un homme. Hazard. Ouais. Hazard qui sur sa rentrée fait tente 4 dribbles, en réussit 3 et perd pas un ballon, ce qui est plutôt pas mal sur les 20 minutes qu'il a eu à jouer. À voir s'il peut reprendre du rythme un petit peu sur les 2 matchs suivants, ça peut devenir intéressant ensuite sur la phase finale. Après en 2018 il avait dû être très très fort pour amener la Belgique jusqu'en demi. Je le vois mal être au même niveau. Il y a un homme qui me manque, Flo, mais c'est juste pour un petit hommage. Après Lukaku est plus fort qu'en 2018. Oui, c'est vrai. Aussi. Mais celui qui nous manque, c'est Moussa Dembélé, Flo, qu'on aimait beaucoup, le gaucher de la Belgique, de Tottenham. Et il n'y a personne qui l'a remplacé dans ce registre un peu fort sous pression, capable de percuter, de passe verticale. Ça manque un peu, je trouve, au cœur du jeu belge. Bon, voilà pour cette rencontre. Bah, clairement, c'est différent de... Alors peut-être que Tielemans fera une meilleure carrière, mais c'est vraiment différent sur la capacité à prendre des décisions au cœur du jeu et vraiment à sortir du je reçois proprement, je suis disponible, je fais bien jouer le partenaire. Dembélé, ses dribbles sous pression, sa capacité à percuter, il y avait vraiment des choses intéressantes, et c'est vrai que je pense que c'est l'un des joueurs, alors peut-être pas mésestimé, parce que dans l'absolu il n'est pas non plus montré ultra haut, mais qui dans ses bonnes périodes avait quand même quelque chose de différent de 90% des autres à son poste. Mais je pense que tu vois, c'est le mec, tu le mets dans n'importe quelle équipe de son époque quand il est à son meilleur niveau, tu te dis waouh, quel joueur, tu vois. Je pense qu'il n'a pas eu l'été ou le tournoi où tout le monde d'un coup s'est dit ah, il est trop fort, c'est incroyable ce qu'il est capable de faire. Il a joué à Fulham, à Tottenham, donc les gens regardaient pas forcément. Mais il y a certains matchs où il écrasait des milieux de mecs qu'on célébrait tous les ans et qui pouvaient rien faire face à lui. Donc c'est un peu le regret concernant sa carrière, même si ceux qui l'ont suivi sauront et se souviennent à quel point il était bon. Match suivant, après ce Belgique-Russie 3-0, on remonte la journée, c'est Danemark-Finlande, Flo, match marqué par le... Alors comment qualifier ça? C'est un arrêt cardiaque, c'est un malaise finalement? Est-ce qu'il y a eu un diagnostic malaise cardiaque, ouais. Malaise cardiaque pour Christian Eriksen. Ouais. Victoire 1-0 de la Finlande après une interruption de quasiment 1h30, puisque ça a été arrêté, même plus que ça a été arrêté avant la mi-temps et ça a redémarré à 20h30. Donc 1h30, 1h45 d'interruption, en sachant
Personne ne savait si Christian Eriksen pendant longtemps avait survécu ou s'il était emmené à l'hôpital pour être réanimé ou s'il était dans un bon état. Finalement, bonne nouvelle, il est conscient, il est dans un état stable, il est en vie alors, tout va bien, on ne sait pas encore, mais en tout cas il a survécu à cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut dire dans un premier temps du match avant cet épisode, avant cet événement, de ce qu'a proposé le Danemark? Alors, pour tout dire, je me suis endormi je pense quelques minutes avant cet arrêt cardiaque, et j'avais trouvé le Danemark plutôt sympa, un peu dans la lignée de ce qu'on avait vu de la part d'ailleurs des espoirs danois. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ce qui a été bien fait par la sélection danoise, qui aurait pu marquer sur ces 40 premières minutes? Ouais, bah moi j'ai beaucoup aimé en effet ce que les Danois ont proposé, parce que bon, déjà il y avait beaucoup de maîtrise, il y avait de l'équilibre qui était assuré, parce qu'en même temps en face, disons qu'en transition, c'était soit on trouvait Pukki et Pohjanpalo, soit on perdait la balle. Et quand on les trouvait, c'était pas forcément très simple pour eux pour essayer de garder la balle. Donc, mais c'est vrai que la diversité, la variété des circuits côté danois, c'est-à-dire que tu pouvais avoir une situation qui partait côté gauche avec un Braithwaite qui combine avec Melle, tu rentres dans l'axe, tu trouves Eriksen qui va chercher ensuite une passe. Soit directement dans la surface avec Poulsen et Wind du coup dans la surface de réparation. Tu pouvais avoir Vass qui va être servi côté droit mais en position plus reculée, qui va chercher Eriksen sur un petit ballon par-dessus la défense. Tu vas avoir Højbjerg qui va décider de se projeter et de finir dans la surface avec un centre de Delaney qui était dézoné côté gauche. Enfin bref, il y avait une multitude de mouvements, de combinaisons possibles et une occupation de l'espace qui était toujours cohérente. Maintenant, il y avait la limite, c'était que les joueurs se déplaçaient très bien dans l'espace pour l'occuper de manière cohérente, mais n'étaient pas tous compétents pour occuper tel ou tel espace. C'est-à-dire que Delaney, quand il se retrouve entre les lignes, c'était pas forcément très pertinent. Idem pour Braithwaite ou Poulsen. C'était rarement de 3/4 pour réceptionner des ballons entre les lignes ou des choses comme ça. Donc la limite elle est là, mais c'est vrai que dans l'organisation collective, la relative liberté des joueurs dans leurs déplacements, mais une liberté contrôlée parce que chaque déplacement était compensé par un autre, etc., pour garder une occupation cohérente de l'espace, c'était très intéressant. Et en effet, comme tu le disais, ça rappelait ce qu'on avait vu avec les espoirs, et tu vois qu'il y a vraiment une école de foot dans cette équipe danoise qui sort de plusieurs années où le Danemark, c'était comme ses compères scandinaves, c'était un 4-4-2, ça défendait bien, ça jouait les transitions, ça marquait sur coup de pied arrêté, ça bougeait pas trop. Là, on sent qu'il y a vraiment un travail qui a été effectué sur les dernières années. Christophe, sur la performance danoise jusqu'à cette 42e minute, je crois que c'est ça, le moment où Christian Eriksen s'effondre. Toi aussi, tu as été plutôt séduit, sachant qu'en termes de tir, je suis en train de regarder, le premier tir finlandais finalement arrive, je crois que c'est le but. C'est le seul, donc. C'est le seul, ouais. C'est logique, oui. Et au moment du but, on est à 18 tirs pour les Danois. Ouais. 18 tirs à 1 pour les Danois, 70% jusque-là, hein, 70% de possession sur l'ensemble du match, 68% de passes réussies côté finlandais et beaucoup de touches longues. Oui, des touches très longues. On va dire qu'entre les touches longues finlandaises, je crois que c'était O'Shaughnessy, il me semble. Ouais, c'est ça. Qui avait un bras mécanique. Je pense que lui, au javelot, il doit faire ses 65 mètres sans trop de soucis. Et les combinaisons sur corner des Danois, qui étaient assez rigolotes parce qu'ils ont fait mettre tout le monde sur la ligne de but, faire des groupes de 2 à plusieurs endroits du terrain, mettre des mecs en dehors de la surface et 2 groupes de 2 proches du but. Enfin voilà, il y avait chaque corner avait une combinaison différente. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que ça peut faire un peu gadget. Alors que je pense que c'est parfaitement étudié et qu'ils ont bossé avec des spécialistes des coups de pied arrêtés. Mais t'as eu des buts sur corner dans pas mal d'autres matchs. Et pas dans celui-là, alors que c'est peut-être eux qui avaient le plus bossé, même si la combinaison galloise est pas indigne du tout sur leur but. Mais non, jusque-là, c'était assez intéressant. Et tu veux... Alors, en fait, c'est un truc qu'on se disait avec Florent en préparant l'émission, c'est-à-dire que le trio d'attaque, mais de toute façon, tu le savais avant de voir le match, hein, mais Poulsen, Braithwaite, Wind, bon, c'est... Alors, ça serait peut-être un peu réducteur de dire que c'est 3 numéro 9 moyens, mais c'est-à-dire que les profils, ça manque un petit peu de diversité. Et à partir du moment où tu veux bien occuper les couloirs de jeu, etc.,
bah forcément, il y en a qui vont se retrouver dans des zones qu'ils affectionnent pas totalement. Et ça se voyait, mais ça se voyait pas trop. C'est-à-dire, je me disais pas, mais que fait Braithwaite entre les lignes ou autre. Ça arrivait quand même à bien permuter, à bien combiner. Et tu voyais surtout, en fait, contrairement, et c'est un truc qu'on peut aussi retrouver chez les Suisses, même chez l'Italie quand ça n'allait pas trop, c'est-à-dire cet aspect donc assez scolaire, c'est-à-dire l'équipe a des consignes assez précises avec ballon, elle les applique, mais c'est un peu lisible et c'est un peu lent. Là, je trouvais que le Danemark, il y avait vraiment de la vie et que c'était assez intéressant à suivre et que c'était pas prévisible, c'est-à-dire que ça répondait à des mécanismes évidemment, mais les compensations c'était pas toujours les mêmes et globalement ça avait vraiment tendance à exposer un bloc bas finlandais où je me disais ah il y a vraiment des failles, alors que dans l'absolu je suis pas sûr que le bloc bas finlandais soit mauvais. Je pense qu'il était bien meilleur que quand la Russie doit défendre bas, quand la Turquie doit défendre bas. C'est simplement que en face, c'était pas forcément facile à défendre parce que ça partait un peu de partout. Maintenant, c'est vrai que malgré tout, je pense que tu gardes les mêmes principes et tu remplaces Braithwaite, Poulsen. Alors, je prends des joueurs au hasard, évidemment, ils sont pas danois et c'est un peu le top du top, hein. Mais si tu mets un Coman à la place de Poulsen et je sais pas, un Forsberg à la place de Braithwaite, t'as un résultat totalement différent et peut-être qu'il y a 3-0 au moment de cet incident avec Christian Eriksen et la question se pose pas, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour eux parce que j'ai l'impression, en fait, même quand tu regardes sur le banc, alors il y a des joueurs qui ont des profils légèrement différents, mais tu vois, t'as Dolberg et Cornelius. Donc c'est-à-dire que tu as 5 joueurs qui peuvent aller en pointe et ces deux mecs-là vont pas t'apporter ce côté percussion avec ballon ou alors qualité entre les lignes ou alors je vais être capable de vraiment coller à la ligne de touche pour ensuite repiquer. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir un aspect un peu redondant où finalement quand la balle est dans la surface a priori il y a plein de joueurs qui peuvent être capables de l'exploiter, fortiori quand elle est dans les airs. Et finalement, sortie de Vass et de Melleux qui vont pouvoir faire des centres, finalement, c'est pas forcément ce que t'attends de ces joueurs-là, quoi. T'attends plus des joueurs dans le profil Eriksen qui seraient capables d'être un peu des meneurs de jeu auxiliaires. Mais Scovolsen, je l'avais bien aimé contre l'Allemagne sur le match que j'ai vu. Il était capable un peu de dribbler. Est-ce que ça pourrait pas être une solution là-dessus ? Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est le seul joueur du trio d'attaque possible qui diffère un peu. Et pour compléter ce que disait Christophe sur le côté vivant du collectif danois et de la capacité à ce que le danger vienne un peu de partout. Moi, je me rappelle, c'est une prise de note que j'ai faite pendant le match où en gros je note quelques circuits, ce que je vous disais tout à l'heure, Delaney qui dézone côté gauche, Poulsen qui rentre axe, Braithwaite qui va dans l'axe, enfin bref, un peu partout. Mais j'avais noté au coup d'envoi, au début du match, 3 joueurs qui bougeaient pas, c'était Christiansen, Kjær, qui restait évidemment en couverture, et Højbjerg qui restait vraiment en 6 en premier joueur pour couper les transitions. Et en fait, quelques minutes après avoir noté ça, on voit Højbjerg se projeter, Delaney qui reste un peu en retrait du coup pour compenser, et Højbjerg va mettre la tête que sort Radecki, je crois que c'est vers la demi-heure de jeu, 25-26 minutes. C'est la 15e, j'ai noté ça. Ah ouais, c'était plus tard, c'était plus tôt. Mais voilà, un exemple pour rebondir sur ce que disait Christophe sur cette liberté, où même le gars qui est censé être qui semble partir pour être le numéro 6 de cette équipe, peut se projeter parce que la compensation est assurée par quelqu'un d'autre, etc. Et c'était aussi quelque chose qui était intéressant, c'est qu'il y avait quand même assez souvent, on avait évoqué hier le fait que l'Italie avait assez peu de monde dans la surface, assez régulièrement, tu avais quand même 3-4 Danois sur des centres qui pouvaient être à la retombée, et parfois il leur a manqué juste un petit brin de réussite pour que ça finisse au fond. La Finlande peut-elle être l'Islande de cette année, Christophe, sachant que l'Islande était arrivée jusqu'en quart de finale de l'Euro 2016. C'est ça. Elle avait perdu largement contre la France 5-2. Il y a pas mal de choses dans cette Finlande qui ressemblent à l'Islande. Alors le système n'est pas le même, parce que l'Islande c'était vraiment un 4-4-2 traditionnellement anglophone, anglo-saxon, alors que là c'est un 5-3-2 qui est beaucoup plus défensif et beaucoup plus nombreux sur la largeur, mais il y a quand même les touches, on l'a dit, il y a le jeu assez direct, il y a des profils de joueurs. Là ils ont gagné leur premier match, donc ils sont quand même bien partis pour être en 8ème de finale. En gros il suffit qu'ils prennent un point et ils sont sûrs d'être qualifiés, et même là en perdant leurs 2 prochains matchs ils peuvent tout de même être qualifiés. Je sais pas pourquoi j'y crois moins que l'Islande, mais c'est peut-être une envie aussi de pas revivre la même chose, de cette équipe qui avance juste pour montrer qu'en fait elle sait pas faire grand chose, même si la défaite des Anglais en 2016 avait quelque chose d'assez drôle.
Bah, en fait, j'exclus pas le fait que la Finlande puisse être qualifiée comme meilleur troisième avec 3 points et que du coup, reproduire le parcours de l'Islande, ça soit faire un exploit. Alors tu me diras, ça se trouve, ils vont être éliminés avec 3 points, la question se posera pas, mais je vois pas beaucoup d'étapes finalement entre leur situation actuelle et la situation absolue de l'Islande qui était donc d'aller en quart de finale pour se prendre une dérouillée face à la France. En fait, j'ai beaucoup de mal à être positif avec une équipe qui marque sur son seul tir, dans un contexte où en plus l'adversaire avait pas vraiment envie de jouer, parce que oui, ce sont les joueurs qui ont dit on reprend maintenant, mais l'alternative c'était jouer le lendemain midi. Donc si tu veux, c'est pas... Tu vois, c'est que... ça va paraître Enfin voilà. peut-être un peu méprisant, parce que le côté ouais, mais c'est une petite équipe, c'est bien qu'ils gagnent et tout et qu'ils aillent loin, pourquoi pas. Mais là, c'est en mode petit poussé Coupe de France, quoi. Et c'est un euro. Ouais, non, mais C'est ça qui est un peu frustrant, je trouve, c'est quand il y a un tel écart que. Alors, il y a victoire, hein, tant mieux, c'est un moment historique pour la Finlande. L'Euro 24, c'est aussi la chance pour ces équipes-là de participer, mais à un moment, enfin, il faut qu'il y ait des matchs où il y a un peu de suspense au moins dans le jeu. Là, tant mieux, ils ont gagné. Mais je trouve le côté match à sens unique, c'est encore le début de l'Euro, hein, mais ça risque d'être répétitif pendant une bonne quinzaine de jours. C'est-à-dire que je vais pas être celui qui reproche à la Finlande d'avoir ce niveau-là, parce que quand tu vois leur 11, leur meilleur joueur, je pense sincèrement que c'est le gardien. C'est-à-dire Pukki est un joueur qui a marqué ses buts en première ligue, qui les marque en championship. Maintenant, Radecki, voilà, est un gardien qui est habitué à jouer la Coupe d'Europe avec Leverkusen. Et le reste, c'est correct, sans plus, quoi. C'est vraiment pas incroyable. Donc, et encore correct, c'est au niveau club, mais bon, t'es plus sur genre Camara, Glow Rangers, des choses comme ça pour les tauliers, donc c'est pas non plus fou. Il finit largement homme du match, hein, sur les sites de stats d'ailleurs, forcément avec le penalty arrêté en plus. Bah, mais voilà, 22 tirs à 1. Mais donc je vais pas dire c'est nul, parce que je pense qu'il y a des équipes qui ont un talent qu'elles ne maximisent pas. Là, je pense sincèrement que la Finlande est proche de son potentiel maximal et que en envoyant plus de jeux, ça serait contre-productif. Je pense sincèrement que ça fait partie des équipes où, vu le contexte général, tu dis oui, en même temps, si j'étais coach, je ferais à peu près la même chose. Maintenant, leur plafond est trop bas pour que je trouve ça intéressant, en fait, hein. Donc, s'ils arrivent à s'en sortir sur d'autres matchs, bravo. Maintenant, 22 tirs à 1 face à une équipe qui est plus vraiment dedans, passer la mi-temps, enfin, plus vraiment dedans. Je pense qu'en fait, s'il n'y avait pas eu cet incident, le Danemark aurait pu encore passer une vitesse supplémentaire. Là, c'était, on va dire, 80% à mon sens de ce qu'il y avait en première période, en seconde. C'est-à-dire que le Danemark n'a pas du tout démissionné, déjoué complètement. D'ailleurs, ils ont un penalty qui rate. Mais je pense sincèrement que dans un contexte normal, déjà avec Eriksen, qui est quand même, je pense, leur meilleur joueur intrinsèquement, et puis sans ce contexte-là, ils auraient, à mon avis, pu accélérer et sans doute gagner, même en encaissant un but, je pense qu'ils auraient pu en mettre deux. Donc bon, bravo à la Finlande, hein, mais pour le foot, si c'est pour faire ça, j'espère que, comme les équipes de CFA, passer les bonnes histoires, enfin la National 2, tu te dis à un moment, bon, si ton jeu c'est de dresser les barbelés, d'essayer de marquer un but par hasard, en tant que téléspectateur, c'est pas forcément le plus intéressant. D'ailleurs, même donc Poyampalo marque de la tête sur un centre, mais Pukki a une occasion à un moment où il peut partir seul au but et il se fait reprendre en vitesse, alors avec un peu de fourberie, il y a un peu de duel, maillot à l'épaule, etc. Mais par Simon Kjær aussi. Voilà, et Simon Kjær qui le reprend, qui le double. Mais certes, t'as même pas ce côté, la petite équipe a une flèche devant qui va pouvoir profiter des erreurs et partir en transition. Pukki, Poyampalo, ils sont plutôt corrects, voire bons pour Pukki dans la surface. Maintenant, t'as ni cet aspect vitesse-là, ni l'aspect duel aérien de Sigthorsson qui avait écrasé tout le monde dans les airs avec l'Islande, quoi. Donc, c'est-à-dire, tu peux même pas forcer sur un aspect du jeu que tu vas enfoncer, parce que t'as une qualité spécifique. Là, ces joueurs-là, tu vas même pas vouloir absolument jouer dans les airs pour eux ou jouer en profondeur pour eux, parce que ils ont pas cette qualité spécifique. Et
pour profiter d'eux, tu aurais besoin de dominer, d'avoir des occasions qui amènent des centres, des ballons dans la surface pour qu'ils puissent briller. Et sur la phase préparatoire, tu n'arriveras jamais à te mettre dans ces situations-là. En tout cas, face à des adversaires du calibre du Danemark, à voir s'il n'y a pas un match suivant où ça pourrait arriver un petit peu plus que sur ce match-là. Bon, on va forcément parler, sans trop développer, mais rapidement de ce qui s'est passé au moment où Christian Eriksen s'est effondré. Flo, moi j'étais endormi à ce moment-là, donc j'ai tout raté et après j'ai rattrapé la conversation pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. D'ailleurs, au moment où je suis arrivé, les images ne venaient plus sur les réseaux sociaux et tant mieux, j'ai juste vu l'image des Danois qui entouraient Christian Eriksen. Vous, comment ça s'est passé en tant que téléspectateur et est-ce que la deuxième mi-temps du Danemark, que j'ai raté également, a semblé impacté par cet épisode? Forcément, même Lukaku a dit après le match que c'était difficile pour lui de jouer. Mais alors j'ai l'impression que ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas vécu ça dans le football professionnel télévisé. Je me rappelle d'un épisode avec un joueur du Benfica qui, je crois, avait eu un arrêt cardiaque. Miklos Fer, ouais. C'était Fer, ouais. Il y avait eu évidemment aussi Marc-Vivien Fouet, c'était déjà il y a plus d'une quinzaine d'années. Ça faisait quelques temps. Comment tu l'as vécu, toi, Flo, depuis ta position de téléspectateur? D'abord il y a la chute, c'est-à-dire c'est sur une remise en jeu, il vient demander la balle et il s'effondre tout seul. Et c'est vrai que derrière ça va très vite parce que l'arbitre demande de suite aux soigneurs d'arriver, les soigneurs danois, mais ensuite ça bascule très vite. Je crois qu'il y a Kier qui réagit aussi, qui commence à faire du CPR pour essayer de le ranimer. Et ensuite, il y a les gens équipés qui débarquent quelques minutes après. Mais le vrai problème sur cette situation, c'est la réalisation. La réalisation a rendu le truc particulièrement difficile à vivre en tant que téléspectateur. Alors, évidemment, moins difficile que les joueurs qui étaient sur le terrain, ça c'est clair. Mais normalement, ce sont des images qu'on ne voit pas habituellement. Le gars en train de se faire masser pour se faire ranimer, puis derrière tu vois le gars en train de se faire choquer avec le défibrillateur. J'ai halluciné, et voir que le réalisateur qui était derrière ça, c'était Jean-Jacques Amselem de Canal. Je vais pas en rajouter, mais en plus il s'est expliqué, il a dit qu'il fallait filmer la détresse des Danois. Mais c'est pas des gros plans que t'as fait sur le visage des Danois, là. C'est vraiment pas ça que t'as fait. Il y avait vraiment des plans larges où tu voyais en effet les Danois devant Eriksen. Et si ce mètre-là, je pense aussi, c'était pour empêcher qu'il soit vu à la caméra. Donc, 5 minutes, même plus. Très difficile à vivre en tant que spectateur, parce que ce genre d'images, on n'a pas l'habitude de les voir. Généralement, t'as des plans de coupe, t'as des plans larges, et ça règle le truc. Et je me suis même demandé pourquoi, sur les retransmissions, les gens en régie ne disent pas on coupe la retransmission, on retourne en plateau et on montre pas ça. Tu pouvais avoir ce choix là aussi. Quand je me suis réveillé, c'est ce qu'avait fini par faire beIN Sport. Ouais, mais non, ils l'ont pas fait. C'est ce que j'ai dit. Ça a duré pas mal de temps. Quand je me suis réveillé, Vanessa Lemoyne a dit on va mettre des images de Turquie, Italie. Et puis on vous laisse là-dessus. Ouais, c'était bien après ça. Il était déjà évacué, il était parti à ce moment-là. Donc, ça c'était. Puis après, moi, je me suis posé aussi la question de l'absence d'ambulance, mais on m'a expliqué que de toute façon, ils étaient tous équipés. L'ambulance n'allait pas le prendre en charge avant qu'il soit ranimé sur le terrain. Donc ça, c'était la procédure logique. Mais je me disais aussi que l'ambulance au moins aurait aussi permis de masquer le truc vis-à-vis des caméras, quoi. Mais c'est vrai que tu vois, tu prends l'exemple de la Formule 1. En Formule 1, quand il y a un accident grave, tu vois aucune image jusqu'à ce que tu saches comment va le pilote. Le dernier qui est arrivé, c'est Grosjean, Christophe, mais on voyait rien en fait, on voyait que des flammes. Donc c'était. Non, mais même, il remontrait pas de ralenti, il remontrait rien jusqu'à ce qu'on sache ce qui se passe. T'avais vraiment, tu vois la voiture qui part dans le mur, et ensuite ça filme les autres voitures. Et donc, du coup, même au niveau commentaires, ils sont totalement dans l'incertitude. Je pense même pas, parce que quand tu commandes, t'as pas mal d'images au-delà de celles qui étaient diffusées. J'ai même pas l'impression qu'ils avaient forcément ce retour image-là sur leurs écrans. Et bon, après, c'est un peu différent, mais en moto, il y a eu un mort là, il y a quelques semaines, il y a 3 semaines, je crois. Et bon, là, je pense que les images n'étaient pas forcément disponibles, mais pareil, il n'y a pas eu forcément la recherche de les montrer tout de suite. Mais c'est vrai qu'il existe un flou là-dessus, mais forcément, parce que le foot n'est pas. Enfin, là, il n'y a pas de contact en fait. Donc, tu le dis, ça peut arriver sur n'importe quel sport. Il n'y a visiblement pas de procédure comme en Formule 1 où le crash, effectivement, ça se passe quasiment à toutes les courses. C'est juste la violence qui normalement ne doit pas
enfin voilà, la gradation de la violence, normalement il n'y a pas des choses qui menacent la vie des pilotes chaque semaine, mais ça peut être bien d'avoir des procédures. Apparemment on m'a dit que sur la télé danoise ça avait coupé beaucoup plus vite, j'ai l'impression que tous les flux n'étaient pas les mêmes, mais c'est assez courant d'ailleurs, même pour les JO par exemple, ta réalisation internationale et les pays qui peuvent faire leur propre réalisation. J'ai vu que je crois que la BBC s'est excusée de son traitement du truc, ce qui tranche un petit peu avec cette interview réalisation où visiblement il fallait montrer des émotions. C'est pas forcément mon approche de la chose, mais écoute. Et voilà. je me pose la question aussi, alors il y a des infos comme quoi les Danois ont validé, mais le fait de jouer le match dans la même soirée, je pensais qu'ils le remettraient au moins au lendemain. Parce que, comme je te le disais, apparemment c'était soit le choix entre les deux. Soit tout de suite, soit le lendemain midi. Ouais. Alors, le contexte n'est pas exactement le même, mais tu voyais bien que quand il y a l'attentat sur Dortmund-Monaco, les mecs le lendemain sont pas bien. Alors, c'est pas pareil parce que forcément, l'attentat, tu sais pas si t'es en sécurité le lendemain. Là, un problème cardiaque, ça te touche, mais tu vas pas avoir un problème cardiaque parce que ton collègue en a eu un. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y avait pas. Enfin, tu vois, comment est-ce que tu dors après ça ? Ouais, mais tu vois, c'est pas forcément facile en fait. Mais tu vois, l'autre aspect, c'est que je me dis personnellement, j'aurais préféré que des heures passent et qu'ils soient toujours dans un bon état pour me dire, ok, c'est passé, tu vois, plutôt que redémarrer à 20h30 et me dire, ok, il est à l'hôpital, ils ont dit que ça allait, mais bon, ça c'est tout, tu vois, c'est juste avant. Il y a pas de bonne solution, je pense, mais je après il y a cette info qui est sortie. Il y a cette info qui est sortie qui dit que Eriksen a parlé via FaceTime aux joueurs et leur a dit qu'il fallait qu'ils reprennent. Bon. On verra. Ça fait un peu scénario, on me disait, ça fait scénario Olivier Tom, où le mec est blessé, il dit allez-y, faites-le pour moi. Et ça aurait fait une très belle histoire de film si les mecs avaient gagné, mais là ils n'ont pas du tout gagné. Donc c'est juste triste, mais je pense pas que c'est forcément lié. Mais l'avant-après est pas non plus fou, quoi. C'est-à-dire que t'as pas une Finlande qui est revigorée et des Danois qui sont plus du tout dedans. Mais c'est vrai que comme le Flo l'avait signalé sur le direct, que Simon Kjær sorte à l'heure de jeu, alors qu'il est défenseur central, je pense que c'est plus psychologique qu'autre chose. Il avait pas l'air de souffrir physiquement. Il était face à Eriksen pendant toute la manœuvre alors que les deux autres étaient en train de prier de dos, etc. C'est Simone Rovera qui disait aussi qu'ils étaient très proches parce que les deux jouent à Milan dans deux clubs différents et qu'ils passaient beaucoup de temps ensemble. Il me semble que c'est lui ou Thierry Kroos, je sais plus, alias Didier Mingo, la légende. Donc je sais plus, mais il y en avait un qui disait que les gars étaient très très proches. Donc, mais oui, mais donc effectivement ça a quand même impacté, mais tu vois, le Danemark, encore une fois, il y a un penalty raté par l'ami Pierre-Emile, le franco-danois, qui fait une passe à la Vicente Lizarazu à Radecki. Tu vois, s'il le marque, et je pense pas qu'il fasse un tir pourri parce qu'il y a eu ça avant, il y a un partout et ça peut très bien faire 2-1. Ouais. Et au final, je vais pas dire que... Enfin, tu te dis, bon, je sais pas s'ils ont bien fait de le jouer, mais tu te dis, bon, ça a pas changé la physionomie du match. Ouais. J'ai pas envie de donner de trop lier le résultat à ça. C'est juste l'interrogation de savoir quelle est l'approche de la FIFA vis-à-vis de tout ça. Est-ce que ton seul truc c'est de faire un match à midi le lendemain? Après c'est évidemment pas le plus important, mais c'est dommage pour le Danemark qui avait proposé un bon jeu et qui ne peut plus compter sur son meilleur joueur du coup. Qui en plus, je trouve sur le début de match était très bon et avait fait une belle phase de prépa, il avait été très bon contre l'Allemagne aussi. Alors c'est le cadet de ses soucis et des soucis du Danemark. Mais c'est dommage parce que ça fait partie encore des sélections qui sont sympas à voir et qu'on aurait bien aimé regarder plus longtemps avec toute leur force. Donc on verra comment ça se passe pour la suite de la carrière d'Eriksen et la suite du tournoi du Danemark. Évidemment, le plus important, c'est qu'il soit en bon état et qu'il puisse être tranquille et pourquoi pas assister au match de ses partenaires lors des prochaines semaines. Puisqu'il reste quand même donc pour le Danemark le Pays de Galles. Non, pardon. La Belgique et la Russie dans l'ordre. Il y avait deux groupes qui se jouaient aujourd'hui. Et d'ailleurs, on va passer au Pays de Galles contre la Suisse, troisième match de la journée, le premier chronologiquement, match nul 1 partout. Encore un match où je suis catastrophique en termes de pronostic puisque j'avais dit 2-1 lors d'un concours de pronos entre amis. Alors apparemment c'est pas passé si loin que ça. J'avais dit 2-1 pour le Pays de Galles, je précise, sur la deuxième partie de la rencontre. Par contre, la Suisse, Christophe, aurait dû l'emporter selon toi largement avant ça, parce qu'il dominait, était d'ailleurs assez déçu
personnellement et même footballistiquement, parce qu'a proposé la Suisse après l'ouverture du score, intervenu à la 49e minute, but de Brel Mbolo sur une passe D de Xherdan Shaqiri. Absolument, je suis absolument catastrophé par la deuxième période suisse. En fait, la première mi-temps, elle est pas folle. Ça ressemble un petit peu, légèrement moins bien, mais à ce qu'avait fait l'Italie la veille face à la Turquie. À savoir, t'as la balle, tu fais tourner, t'as des occasions, mais c'est presque plus des demi-occasions qu'autre chose. L'adversaire refuse de jouer. Mais bon, tu vois les centraux qui essayent de casser les lignes, tu vois quand même de la disponibilité. En gros, le reproche que tu peux faire, c'est il y a sans doute trop de joueurs en couverture. Là, sur les 3 centraux, il y en a peut-être un qui devrait avancer un petit peu. Les 2 milieux, Xhaka, Freuler, bon, il y en a peut-être un en trop. Mais pareil, c'est-à-dire qu'en gros, t'as trop de gens en couverture. Mais finalement, les principes pour créer des décalages, encore une fois, c'est pas incroyable, mais c'est une approche du foot que je trouve intéressante. Et si tu reprends l'Euro 2000, par exemple, quasiment personne n'avait cette volonté de faire des passes intérieures, etc. Donc c'est-à-dire, je me dis, bon, c'est pas fou, mais le Pays de Galles a décidé de ne pas trop jouer au football, ça va finir par passer. En seconde période, ils impliquent Mbolo. Mbolo va marquer un but tout seul, et enfin, il provoque des actions tout seul, il finit par marquer une tête sur corner, et il peut même faire gagner le match en étant passeur décisif sur le 2-0. Finalement, l'action du 2-0 est ratée. Mais c'est bien, c'est dans la logique du truc. Et après ce 1-0 et les 5-6 minutes qui suivent où tu as des opportunités de break, la Suisse démissionne, la Suisse se met à ne plus trop jouer, à ne plus tenir la balle et concède un temps faible face à une équipe qui n'avait aucune raison d'avoir un temps fort. Et ça m'a vraiment consterné parce que c'est une chose d'avoir une espèce de simili-temps fort, mais en tout cas une maîtrise sur le match et de pas réussir à concrétiser. C'est dommage, mais tu te dis ça va finir par tomber, au pire t'es stérile, c'est 0-0, t'as des regrets. Mais abandonner la possession et reculer ton bloc face à un adversaire qui ne proposait strictement rien et dont la principale force, au-delà de Bale, c'est Kiefer Moore, qui est un joueur qui fait quasiment 2 mètres, qui est le mec qui gagne le plus de duels aériens en Europe. Je vais pas dire que c'est criminel, je vais pas non plus m'enflammer, mais je comprends vraiment pas, et c'est en tout cas pour moi pas au niveau d'un prétendant, je sais pas, un quart de finale, en tout cas une équipe qui peut être... Enfin moi je la voyais comme étant la deuxième plus forte du groupe. Ça m'embête vraiment parce que autant l'Italie, encore une fois, c'était pas toujours incroyable, mais il y avait cette capacité à continuer à tenir le ballon une fois le score ouvert et à ne pas concéder de temps faible. Et là, tu offres un temps faible à l'adversaire et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que j'ai l'impression que le Danemark a pris ce qu'on lui a donné, mais n'est rien allé chercher. Et c'est que simplement la Suisse a un peu arrêté d'avoir des principes et a reculé comme si son approche pouvait être de tenir. Et bon, on a le résultat. Alors que ce qu'il avait amené jusque-là, c'était de tenir le ballon et d'être décideur. Et bon, c'est la deuxième période, j'ai vraiment pas aimé. Et le Pays de Galles peut effectivement le gagner parce que une fois que ça a commencé à basculer comme ça, eh ben il y a une inversion du rapport de force et c'est plus difficile de remettre le pied sur le ballon et de recommencer à construire proprement en tenant le tempo du match. Les compositions, pour rappeler un petit peu comment ça s'est passé. Du côté du Pays de Galles, Ward dans les buts, une ligne de 4, Ben Davis, Rodon, Mepham, Roberts, Joe Allen devant la défense, Bale à droite, Daniel James à gauche, Ramsey et Morel en relayeur et Moore devant. Du côté de la Suisse, Yann Sommer dans les buts. Une défense à 3 à Kanji, alors je sais pas comment ça se dit, Fabian. Cher. Ah bah voilà, vous êtes je savais pas qui a raison. On va dire Christophe, pour son amour des pays un peu à l'est de la France. Elvedi, Linas près de 4 avec Ricardo Rodriguez à gauche, Mbabou à droite, Freuler et Xhaka au milieu de terrain derrière Shaqiri, qui était accompagné devant Dembolo et Seferovic. Et donc ce que disait Christophe, c'est que la Suisse avait abandonné un peu le jeu après l'ouverture du score, et je suis en train de vérifier. Flo, il y a 4 tirs pour les Suisses et 7 pour les Gallois après l'ouverture du score. Le Brel Mbolo, qui d'ailleurs jusque-là avait été très bon. Est-ce que c'est pas un des hommes de la journée et meilleur joueur du match de ces 2 premières journées d'ailleurs de l'Euro? Si, je pense, oui. Mais c'est vrai que sur ce match-là, en fait, dès la première mi-temps, il touche qu'une dizaine de ballons, mais tu sens qu'en fait, peu importe la zone où il touche le ballon, il y a une supériorité physique qui est assez large. Il était 1 ou 2 classes au-dessus, voire 2 ou 3 classes au-dessus de la plupart des adversaires directs dans les zones qu'il allait occuper, où il allait demander la balle. C'est-à-dire qu'en début de partie, il a même plus souvent décroché en fait que Shaqiri pour essayer de casser
de casser le verrou entre guillemets gallois au milieu de terrain, soit en jouant en appui remise, soit en essayant de prendre la balle et de se retourner et d'accélérer. Il réussit 4 Déjà en dribbles, première mi-temps. 4 dribbles, 6 tirs, 2 occasions créées pour Mbolo. Ouais, c'est ça. 6 tirs, 2 passes clés sur les 18 tirs de l'équipe. Il marque un but. Il est sur la grosse occasion juste avant le but qui obtient le corner. C'est lui, je crois, qui met une déviation de la tête pour Gavranovic qui est légèrement en position de hors-jeu et qui peut donner le but de la victoire. Ça se joue à pas grand-chose. Je crois que c'est lui qui fait la tête. Il décale Zakaria aussi un peu plus tard. Enfin bref, il est sur beaucoup de situations et il est les plus dangereuses de son équipe. Mais c'est vrai que par rapport aux Gallois, j'avais presque l'impression, par sa supériorité physique, de voir un Romelu suisse en fait, un petit peu, dans sa domination. C'est-à-dire s'il prenait une position, il était impossible à bouger, puis ensuite il s'enroulait autour du défenseur, il se retournait, il accélérait, il faisait des différences. Et ouais, d'assez loin, je pense la prestation individuelle la plus marquante, en tout cas pour un joueur offensif depuis le début de cet Euro, je pense. Même si Lukaku ce soir finalement avec son doublé a été assez dominant. Mais lui pour le coup, ouais, c'est vrai que sur ce match-là, et je suis très curieux de voir ce qu'individuellement il pourra faire par exemple face à la défense italienne. S'il n'est pas capable de faire quelques dégâts aussi face à Bonucci ou Chiellini, voire même par rapport au milieu italien, parce qu'on l'a vu, comme je le disais, décrocher à hauteur. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui peut être un facteur X pour la Suisse dans ce genre de match ? Pourquoi pas. Maintenant, c'était quoi ta question de la Dembolo ? Il n'y avait pas forcément de questions. Après, tu peux nous parler du Pays de Galles, du coup, Flo, parce que Christophe est parti sur la Suisse. Bah, le problème du Pays de Galles, c'est que sur la première mi-temps, il y avait une route directe du gardien vers Moore. Et puis autour de ça, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quelques accélérations de Daniel James, qui, je crois, fait avertir d'ailleurs les 2 Suisses avertis dans le match, avec ses chevauchés. Il y en a une où Cher, du coup, le met au sol juste à l'entrée de la surface en première mi-temps. Mais c'est vrai qu'à part ça, les Gallois, ça ressemblait... Entre Moore cet après-midi et Yilmaz lors du match d'ouverture, t'avais un petit peu le même genre de partie pour eux, quoi. C'était un petit peu compliqué. Est-ce que vous connaissez la taille de Moore ? 1,98. Christophe a dit 2 mètres tout à l'heure, 1,99. Et vous êtes pas loin, c'est 1,96. Ce qui fait que du coup, quand Ward, 1m91, envoyait le ballon à Moore, 1m96, tu pouvais te croire sur des parquets. Alors pas de NBA parce que ça reste un peu petit, mais peut-être de Euroleague. Mais après, pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que en fait, là j'ai les chiffres sous les yeux. Avant, tout à l'heure tu as donné les chiffres après le 1-0 avec le 7 tirs à 4 pour le Pays de Galles. Jusqu'au 1-0, on est à 14 tirs à 2 pour la Suisse. Et surtout, et c'est là qu'il y a eu une vraie bascule, on passe de 72% de possession suisse à 54%. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un rééquilibre à ce niveau-là. Et ce rééquilibre a révélé aussi que la Suisse est loin d'être un verrou quand elle refuse, enfin pas quand elle refuse, mais quand elle n'a plus le ballon. Alors que tu sais, il y a quelques années, on avait quand même pas mal de souvenirs de la Suisse capable de faire, d'être en mode coffre-fort, genre sa victoire face à l'Espagne lors de la Coupe du Monde de 2010, premier match. 1-0, ouais. C'est un gros verrou, 1-0, but de Gelson Fernandez. Bah là, je pense que cette Suisse-là, je suis pas sûr qu'elle soit capable de résister beaucoup. Par exemple, face à une Italie qui monopoliserait le ballon. C'est pour ça que Mbolo, d'ailleurs, peut être un élément très important sur ce match-là pour les remonter, ces fameux ballons. Mais c'est vrai que là, défensivement, il y avait... c'est vite devenu inquiétant parce qu'en fait, les Gallois, ils avaient même pas besoin de beaucoup forcer. C'était... On sortait la balle un petit peu vers un côté, on touchait Bale ou James. James, s'il recevait la balle, il accélérait, il essayait de faire une différence, il obtenait peut-être un coup de pied arrêté. Et de l'autre côté, si Bale avait la balle, il accélérait pas, mais il fixait un petit peu et ça initiait un renversement vers James qui lui accélérait et essayait de faire une différence. Et c'était quand même très basique, mais ils arrivaient à obtenir des coups de pied arrêtés, à mettre la défense un petit peu en difficulté. Il y a eu des centres, quelques centres dangereux aussi qui sont passés dans la surface. Enfin bref, ouais, une Suisse qui est perfectible avec le ballon et qui surtout quand elle ne l'a plus, m'a paru pour moi assez inquiétante quand même, dans sa capacité à résister à des gros par exemple. Bah, j'avais placé Bale parmi les joueurs que j'étais très curieux de suivre. T'es en train de, ce que tu me dis me rassure pas.
Bah, physiquement, Flo, je sais pas ce que t'en as pensé, mais. Ouais, c'était dur. C'était dur. Il fait plus du tout la différence sur les premiers mètres. Ouais. Non, par contre, Il est pas si vieux, il a que 31 ans en plus, donc je suis un peu. Ah non, c'était très compliqué. Et ne serait-ce que à l'énergie, quand tu compares, bon, il est beaucoup plus jeune évidemment, mais James de l'autre côté, c'était une pile quoi. Il a pas arrêté tout le match d'essayer d'accélérer, de faire des diffs. Et d'ailleurs, un peu comme lui, je n'ai pas compris sa sortie. Il était pas content du tout quand le sélectionneur dont j'ai perdu le nom là, a décidé de le faire sortir. Robert Page. Et c'est vrai que ouais, non, Bale, c'est très très compliqué à l'heure actuelle. Ça explique peut-être aussi pourquoi il y a eu cette route directe vers Moore, parce que à part James, en fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres joueurs capables de remonter les ballons. Bah, il y a Ramsey, mais bon. Ouais, Ramsey. Ouais, mais en fait, c'est tous de la même génération, là, les Allen, Ramsey, Bale, et j'ai l'impression qu'ils vivent très mal leur trentaine, les trois. Bah, ouais. Ils sont physiquement, il y a eu des hauts et des bas, et je pense que Ramsey aussi physiquement c'est plus compliqué, même si sur son poste il est un peu moins exposé. Il a passé la moitié de sa carrière blessé, Ramsey aussi, donc. Bah ouais, c'est ça. Mais ça peut quand même être bien de faire. C'est toujours pareil en fait. C'est quelqu'un du monde du foot qui me disait ça il y a pas très longtemps. T'as besoin d'explosivité à tous les postes. À partir du moment où tu veux construire et jouer entre les lignes, parce qu'effectivement quand t'es ailier pour déborder c'est intéressant. Mais quand t'es milieu de terrain, tu joues entre les lignes, tu touches. Si sur ta première touche, tu prends 2 mètres sur ton vis-à-vis, mais que sur les 3 premiers pas, t'arrives pas à faire la différence et que tu perds ces 2 mètres d'avance, c'est très compliqué. Et ces joueurs-là peuvent avoir du mal. Donc voilà, juste, je sais pas sur quoi t'allais me lancer. Sur les hommes. Mais c'est sur Seferovic, sur les hommes, Seferovic, j'en peux plus. Et, j'ai jamais pu. Alors après, voilà, je plaide coupable sur le côté échantillon, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a je pas le jouer 6 fois par an, quoi. Il n'y a pas un côté aussi où tu peux pas le blairer physiquement? Alors oui, et de ce que je sais, alors encore une fois, je connais pas tout, hein, mais de ce que je vois filtré de l'homme, pareil, c'est pas que je le déteste, hein, mais je veux dire, ça m'a pas l'air d'être le mec le plus sympathique du monde non plus, en tout cas selon mes critères, mais tu vois, je pense que je le vois 5-6 fois par an, et 5-6 fois je trouve mauvais. Alors encore une fois, ça se trouve, si tu le vois 30 fois, il y a 15 fois où il est très bon, et du coup, le bilan peut être beaucoup plus nuancé. Mais j'attendais rien de particulier de Gavranovic. Il rentre, alors, il comprend pas la règle du hors-jeu, donc ça c'est un petit peu embêtant. Ouais, c'est la seule problématique. Mais il est 2 fois plus létal, et notamment cette action où bon, il y a but finalement refusé pour hors-jeu, ou sur l'angle de caméra, t'as l'impression qu'il est hors-jeu de 3 mètres. En fait, ça se joue vraiment à pas grand-chose une fois que t'as recentré, mais beaucoup plus impactant. Et au-delà du fait que, mine de rien, je l'ai presque plus vu alors qu'il a joué 7 minutes. Il y a quand même 2-3 ratés de Seferovic qui sont un peu embêtants, notamment un à la 45e où Flo, tu confirmeras, je sais pas si comme ça, si je te dis 45e, tu vois l'action. Si je te dis 8 fois penalty sur Mbolo qui se fait bouger de partout dans la surface, tu verras très bien, parce que Mbolo est touché, appuyé sur son défenseur et finit par remettre en appui à Seferovic qui est seul à 8 mètres du but et qui tire au-dessus. Mais sur la prise d'appui d'Mbolo, il y a un tirage de maillot, mais le maillot, je peux dire qu'il a 2 doigts de se déchirer, hein, mais il bouge quand même beaucoup, c'est-à-dire que tu vois l'image, tu te dis il faut vraiment pas aimer que les joueurs jouent les actions sans tomber pour ne pas siffler penalty là-dessus, parce que, pas question de parler d'arbitrage, mais c'est toujours un peu gênant pour moi quand tu récompenses pas les mecs qui veulent aller au bout des actions. Mais voilà, je pense qu'un Gavranovic, mais même beaucoup d'attaquants auraient pu marquer ça, et je pense que Seferovic ne sera pas titulaire au prochain match, parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même un numéro 9 qui soit capable de convertir, j'allais dire marquer des buts, mais en tout cas de pouvoir convertir les actions qui sont assez nettes, parce que la Suisse sera pas non plus en position de s'en créer 50. Est-ce que vous pensez qu'Mbolo va atteindre le niveau qu'on attendait quand il démarre à 16-17 ans et qu'on se dit voilà, c'est énorme ce qu'il est capable de faire? Parce que je rappelle que j'étais très très fan de ses débuts. Il est déjà là en 2016. Il commence super jeune, parce que je vois déjà des minutes avec balle en 2014. Il est de 97. Donc il démarre à 17 ans. Et il a des saisons sympas à Gladbach, hein. Il a des stats assez correctes, mais c'est pas devenu l'attaquant qu'on attendait. Est-ce que dans ce qu'on voit là sur ses premiers matchs,
son âge, il a que 24 ans, est-ce qu'il y a une possibilité que peut-être à 25, 26, 27, il atteigne le niveau, alors peut-être pas forcément dans les 5 meilleurs attaquants du monde, mais au moins un mec qui va t'emmener en quart de finale de Ligue des Champions. Après, je l'ai pas assez vu parce que sur les qualités, je le trouve impressionnant. Je l'ai pas autant vu que Christophe, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà un problème? C'est une question que je lui pose du coup. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un problème quant à son utilisation dans le jeu? Est-ce que c'est un mec, parce que là tu vois avec la Suisse, est-ce qu'il n'aurait pas été plus pertinent directement en neuf, alors que là il a vadrouillé vraiment entre la ligne d'attaque et les milieux de terrain, et parfois il décrochait. Et est-ce qu'il s'éparpille pas un peu, alors que quand t'as de telles qualités physiques, tout à l'heure je le comparais à Lukaku, c'est pas par hasard, mais j'ai l'impression qu'il a vraiment des qualités pour ne serait-ce que prendre la position, tenir la position, jouer en appui et sécuriser le ballon, jouer en appui, ou bien se retourner et faire la différence sur les premiers pas. Est-ce que c'est pas un mec vraiment à aligner en pointe et lui dire tu navigues entre les deux centraux et tu pèses dessus, quoi. Et tu peux aussi apporter de la profondeur si on te la propose. Mais alors que là, j'ai l'impression qu'il s'éparpille dans un rôle entre milieu offensif, entre attaquant, et du coup, en s'éparpillant, il perd peut-être du gaz et en efficacité. Il y a une vraie question qui sera liée au changement d'entraîneur, parce que du coup, tu peux imaginer que s'il fait un très bon Euro, en tout cas rien que des matchs comme ça peut faire évoluer la réflexion autour de la manière dont tu articules ton attaque. Mais même en club, il alterne entre 9 et 10. Alors il peut parfois jouer un peu côté, mais en fait il y a pas mal de joueurs qui ont, alors pas forcément le même profil, mais qui ont cette capacité à alterner. Typiquement Marcus Thuram, tu peux le mettre plutôt côté gauche, mais tu peux le mettre côté pointe. Et Pléa, pareil, tu l'imagines plutôt neuf, mais il peut partir du côté. Donc du coup ça fait des articulations. Il y a en plus Stindl qui est dans la discussion et qui a fait une fin de saison vraiment très forte. Je crois qu'il fait 1 ou 2 fois joueur du mois en Bundesliga. Donc du coup, en fait, je trouve il surpasse suffisamment du lot quand il est aligné en numéro 9 pour être indiscutable aux yeux de l'entraîneur, en se disant bon, genre il a jamais eu les passades qu'a eu Stindl, je sais pas, je crois que c'est vers février par là, ou si je dis pas de bêtises, où vraiment il est très bon. En tout cas, j'ai pas en tête vraiment 3-4 matchs où Mbolo en 9, tu te dis bon, il déménage, comme des matchs comme ça. Là, il en fait quelques-uns, comme il a fait là sur ce Suisse Pays de Galles, mais il en fait pas suffisamment. Il y a une vraie interrogation sur comment tu l'alignes. Après, il y a toujours ce truc-là où Gladbach, parfois, tu peux te demander, est-ce que la polyvalence demandée sur pas mal d'éléments les dessert pas dans leur installation individuelle? Alors c'est un petit peu... Voilà, on a déjà plus d'1 heure d'émission, donc on va pas forcément partir là-dessus. Mais typiquement, je pense que Zakaria, individuellement, est 3 fois meilleur que Xhaka, en tout cas sur le potentiel, et peut être meilleur que Freuler, et peut-être même que quasiment tout l'effectif. Tu vois, je suis même pas persuadé que Zakaria a un moins bon potentiel que Shaqiri. Sur le niveau à l'instant T, c'est un petit peu plus incertain. Et pourtant, il est remplaçant sur ce match. Il remplace justement Shaqiri parce qu'en club, il a joué à moitié latéral, numéro 6, il a joué central, il a joué relayeur, parfois il jouait même à moitié faux ailier. Et en fait, il dépannait avec un succès relativement intéressant partout, parce qu'il a aussi des vraies qualités physiques, ou même quand il comprend pas forcément la manière dont tactiquement il doit se positionner, il rattrape des coups parce qu'il va très vite. Mais finalement, ça permute beaucoup, et tu te dis, est-ce qu'il maîtrise vraiment un poste? Pour moi, son meilleur, c'était relayeur, même si c'était un bon milieu reculé. Et finalement, il n'a pas pu s'installer là-dessus, et j'ai l'impression que parfois, pour Mbolo, c'est ça, c'est-à-dire que selon les adversaires, il sera aligné en 10, il sera aligné côté, il sera aligné en pointe, et que du coup, il peut quand même risquer de perdre ses repères d'une semaine sur l'autre et jamais vraiment s'installer. Mais encore une fois, quelle est la construction d'effectifs que tu imagines en fonction du potentiel que tu lui donnes? Si tu estimes que Mbolo a pas un niveau maximal, on va dire sur l'année, qui pourrait atteindre, qui dépasserait nettement de celui de Pléa ou celui de Thuram, t'as pas forcément de raison d'articuler ton équipe en fonction de lui, quoi. Donc c'est incertain, mais c'est clair que quand tu vois ça, tu te dis, mais ce joueur-là doit être fixé à un poste proche du but, parce que il y a des différences au-delà du but, parce que, voilà, le but c'est un duel aérien, où il prend la balle, où il accélère, il passe l'épaule, il résiste au duel, et tu te dis, ah oui, il y a la vitesse, il y a la puissance, il y a la conduite de balle, et le dernier geste est tout à fait décent,
Donc rien que ça, c'est une combinaison qui est finalement assez rare, ou même sur un match, finalement, beaucoup de joueurs ne seraient pas capables de le Est-ce faire. que vous avez un mot à rajouter sur une des 3 rencontres, ou un bilan des 3 rencontres de cette journée? Sinon, on passe au pari. Je suis en train de regarder dans mes notes, mais je pense que Moi, j'ai une remarque. qu'on a fait le tour. Je pense qu'on est vraiment Vas-y. parti pour une phase de poule. On verra pour la suite, hein, mais une phase de poule sans pressing. Ça peut être quelque chose de très attendu finalement. Parce que c'est. Pas dire que c'est difficile à mettre en place, mais parfois le ratio entre le risque et le bénéfice n'est pas forcément à l'avantage de la mise en place d'un pressing quand tu es en sélection et que tu n'as pas forcément beaucoup de séances. Mieux vaut parfois attendre tranquillement en bloc médian. Mais je suis même pas persuadé que physiquement l'intensité demandée, avec en plus l'enjeu un peu dilué à partir du moment où tu as 3 équipes qui passent dans 4 groupes sur 6. Il y en a peut-être qui arrivera en phase finale, mais là, il n'y en a pas trop. Et du coup, ça conditionne aussi le visionnage, parce que du coup, le rythme est plus bas, puisque tu as 15 secondes pour construire, au lieu d'en avoir 3, comme c'est le cas en Italie, en Allemagne, même en Première Ligue, depuis 4, 5, 6 ans. On espère être sauvé par les Tchèques. C'est ça. C'est lundi, du coup, lundi 15h à minima. Après, on verra. On peut avoir une bonne surprise demain, qui sait. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a un autre truc quand même qui s'est présenté, c'est qu'on a eu 4 matchs avec des physionomies très déséquilibrées dans les premières minutes. Alors l'issue de la rencontre n'a pas été la même à chaque fois, mais on a 4 matchs à sens unique, quoi. À voir si demain il va y avoir un match un peu plus équilibré que les autres, ou si on va rester sur cette dynamique-là. Le seul que j'imagine demain qui pourrait ressembler à ça, c'est Autriche-Macédoine du Nord, mais l'Autriche a quand même des joueurs qui sont capables de contrôler le tempo, etc., et de s'assurer un peu le ballon. Donc à voir, mais c'est vrai que jusque-là, si ça se trouve, par rapport au calendrier qui s'annonce, le premier match équilibré du tournoi, ça sera France-Allemagne mardi prochain. Parce que sinon, c'est vrai qu'il y a quand même un certain déséquilibre sur toutes les affiches. Par Espagne-Suède, peut-être. Et dernier truc, la prédominance. Alors, j'ai pas en tête, parce que forcément, les échantillons sont plus grands et ça dépend de ce que tu regardes. Parce qu'on forcément, on peut pas regarder 30 ou 40 matchs chaque week-end, même si on voit les buts. C'est plus difficile de faire des stats, mais quasiment tous les buts, c'est des centres ou des corners, en fait. C'est-à-dire que la Finlande, c'est sur un centre. Suisse, Pays de Galles, c'est sur 2 corners, le deuxième tiré à 2, même à 3. Belle combinaison pour Moore. La Belgique, les 2 premiers, ça vient de centre. Donc l'un mal repoussé, enfin les 2 mal repoussés de façon différente. Donc ouais, je sais pas à quel point ça peut être lié à l'utilisation de pistons, parce que une partie de ces équipes utilisent des joueurs de couloir, mais centre, coup de pied arrêté, et donc capacité à bien renvoyer les ballons, à bien défendre la surface et à bien attaquer. Et puis même, je vais pas m'amuser à toutes les citer, mais genre Fabian Schär fait une espèce de Madjer sur corner qui fait quasiment but. Manuel Fernandez a gagné du duel aérien de la tête pour la Russie. Enfin vraiment, il y aurait pu en avoir plus, des buts de la tête. Enfin voilà, des parties du corps, mais en tout cas sur des centres. Donc à voir, est-ce que certaines équipes vont vraiment faire un plan de jeu unique, ou alors est-ce que c'est circonstanciel. Mais c'est vrai que déjà en 2018, toute une partie du plan de jeu de l'Angleterre, c'est bien tirer les coups de pied arrêtés et bien défendre. Et ça aussi, même si un but est un but, on est toujours un peu moins hypé par un but où c'est une tête sur corner que quand tu as une combinaison intérieure avec des appels, des redoublements, et que ça termine par une jolie frappe. Et pour info, est-ce que vous avez les 4 hommes du match selon WhoScored depuis le début? Petit quiz, je les ai sous les yeux. Le là. gardien finlandais, forcément. Ouais, Radecki. Ouais. Radecki qui est premier en note WhoScored pour l'instant. Mbolo, je dirais. Ensuite, Mbolo, oui, bien sûr. Deuxième, 8,68 sur 10. Alors évidemment, c'est à base de stats. Tout ça. Sur l'Italie. Pardon? Insigne. Non, c'est pas Insigne. Ouais, Insigne est 8ème sur le top WhoScored. Je dirais Immobilier parce que but Mais, et passe D. bon, je vous le donne assez. Ouais, c'est Immobilier, ouais. Qui fait but, passe D, qui est dedans. Et le dernier, facile. Du coup, c'est quel match? C'est Lukaku. Belgique. Ouais. Lukaku. Ouais, c'est Lukaku, 8,37. Je vous donne juste rapidement le top 10. Juste derrière, tu as Thomas Meunier, qui sur son entrée en jeu fait un but, une passe D, et qui se retrouve avec 8,31. Et après, dans l'ordre, on a 3 Italiens, Jorginho, Spinazzola et Insigne. Et derrière, on a deux défenseurs finlandais,
Daniel O'Shaughnessy, donc l'auteur fameux des touches, mais qui a aussi gagné pas mal de duels aériens sur son match. Et Jere Uronen, qui il me semble était un des latéraux sur le match face au Danemark, qui est à 7,58. Et voilà, pour ce premier top 10, on verra ce que ça donne avec les matchs de demain, comment ça bouge. J'imagine que le dernier, c'est Kasper Schmeichel, qui prend un but où la tête est un peu sur lui, sur le seul tir adverse. C'est Shonin. Avant-dernier, ouais. Ah. C'est l'autre gardien qui est dernier. Et Semenov, disons que les 4 derniers, t'as Semenov qui fait l'erreur, et t'as Soyuncu aussi, qui était particulièrement catastrophique hier. Et voilà. Pour le fond du classement pour l'instant. Soyuncu qui a... C'est assez logique. Soyuncu qui a 88% de passes réussies, je sais pas comment c'est possible, je pense qu'ils ont pas compté tous les trucs où ils pensaient que c'était une passe et en fait ça a fini en touche. Parce que là, ils ont dû compter ça comme des dégagements. Ou alors ils comptaient ça comme des dégagements. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas impossible. Là, ça me paraît problématique. Bourak aussi dans le flop 10. Bon, après, les Turcs, ils n'ont pas eu le ballon du match, donc c'est vrai que c'est compliqué dans ces cas-là d'avoir une bonne note. On peut passer au pari avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les pronostics qui ont été pas mal pour Florent lors de la première journée. Oui, alors j'ai pas eu Daniel James buteur, par contre j'ai eu le nul entre le Pays de Galles et la Suisse qui est passé, je ne sais plus quelle était la cote par contre. Et j'ai eu le but de Lukaku que j'ai honteusement volé à Christophe, qu'il avait proposé pour le concours de paris qu'on a fait avec PMU, et donc je l'ai repris pour moi, pour mon compte hier, et il est passé au bout de quelques minutes. Christophe, quels étaient... C'est vrai que par contre on aurait pu jouer le doublé. Ah ouais, le doublé aurait pu jouer. C'est vrai. Christophe, quels étaient tes paris? But de la tête de Dzyuba, qui a eu une tête à 4 mètres du but, où il fait une remise vers un partenaire qui n'existe pas, au lieu de la mettre dans le but. Connaissant le garçon, c'était quand même une énorme opportunité. Et la Suisse -1, où j'étais à peu près sûr que ça allait passer vu la physionomie. Ce qui n'a pas conditionné mon énervement quant à la Suisse. C'est pas lié au fait que le pari ne passe pas. Mais quand il y a un 0 et qu'il y a la balle de 2-0 ratée, je crois par Seferovic, je me dis bon, ça va finir par tomber, et finalement non. Mais avec le recul, tu vois, je m'en veux pas trop parce que je pense que les paris pouvaient largement passer dans la logique du match. Je suis passé à côté, mais il y a une partie circonstancielle malgré tout, parce que les deux étaient des cotes assez élevées. Donc pas trop de regrets sur le fond du choix et sur ce qui les avait motivés. Alors, c'est une grande soirée pour les pronostics, puisque vous partez sur 4 paris buteurs, et on va commencer par l'ordinateur humain Florent. Ça va nous permettre aussi de faire une petite preview des matchs de demain. Autriche-Macédoine du Nord, tu vas parler d'un grand homme, dans le premier sens de grand, c'est-à-dire par la taille, du côté de ce match, donc entre deux équipes pas favorites, mais qui pourraient nous surprendre. Oui, on va voir. On va surtout voir si l'Autriche peut faire un meilleur Euro qu'il y a 4 ans, où ça avait été quand même une des équipes les plus difficiles dans mon souvenir à voir lors de l'Euro 2016. Une des pires, oui, on peut dire. Et qui s'est trouvé, en effet, on en parlait un petit peu hier, vite fait, un buteur avec Sacha Kaladzic de Stuttgart, comme tu le disais, buteur de 2 mètres. Et c'est vrai que tout à l'heure, Christophe évoquait le petit truc qui se commençait à se montrer, c'est-à-dire le fait d'avoir beaucoup de buts sur centre, sur coup de pied arrêté, etc. Disons qu'avoir un attaquant de 2 mètres juste sur ces situations, ça peut pas mal servir. Et en fait, je m'inspire de son but de la tête de Dzyuba d'hier pour proposer le but de Kaladzic de la tête face à la Macédoine du Nord. Voilà, c'est coté à 5,60. Et j'ai pas beaucoup plus de justification que il fait 2 mètres. Et vu que il y a peut-être un scénario du match où les Autrichiens vont avoir le ballon, parce qu'avec Grilic à la bas, par exemple au milieu de terrain, ils peuvent contrôler le tempo, je pense, assez aisément, le mettre sur les côtés, envoyer des centres face à un adversaire qui serait regroupé. Il y aura peut-être Sabitzer aussi dans le même coin, d'ailleurs. En plus, qui est aussi un très bon centreur. Donc voilà, il y a de bons centreurs, voire de très bons centreurs, à la base Sabitzer par exemple, à gauche ou à droite. Et il y a un mec de 2 mètres dans la surface de réparation qui risque de jouer, puisqu'il a joué les matchs, il était titulaire lors des 2 matchs de préparation. Donc voilà, c'est coté à 5,60, donc c'est plutôt pas mal. Le but de la tête, par contre, je précise, de Kaladzic. Ah d'accord, ok, j'avais oublié cette but de la tête, donnée, parce que c'est vrai que ça me paraissait gros comme cote. Comme cote. Angleterre-Croatie, ton deuxième pari, et là c'est une cote quasiment doublée par rapport à Kaladzic, oui, avec un homme très grand aussi.
Un homme très grand, un homme qui fait débat parfois sur les réseaux sociaux, c'est Harry Maguire, qui, en fait, je me suis simplement rappelé, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, cette Angleterre qui va loin lors de la dernière Coupe du Monde, en partie, pas uniquement grâce, mais en partie, à sa qualité sur coup de pied arrêté, à ses buts marqués sur coup de pied arrêté. D'ailleurs, je sais plus combien en avait marqué Maguire, mais il me semble qu'il avait débloqué quelques situations, peut-être en phase de poule uniquement. Mais du coup, je pars dans l'idée que Southgate va peut-être à nouveau nous préparer des combinaisons sur coup de pied arrêté assez travaillées. Et c'est vrai que quand tu as Maguire au centre, à moins qu'il y ait aussi Calvert-Lewin sur le terrain, à voir, mais avec Maguire sur le terrain, tes combinaisons sur coup de pied arrêté, je pense que tu vas les travailler pour que ce soit lui qui en profite en grande partie. Et donc, je pars sur un but, là aussi, de la tête de Harry Maguire face à la Croatie, et c'est coté à 11. Oh là 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 Donc, là là. voilà. Si ça passe après, j'ai quelques jours. J'ai l'impression que vous êtes parti. Je pourrais fanfaronner aisément. Vous êtes parti sur des cotes assez élevées là en ce début d'Euro. J'ai l'impression que c'est fini là, les petits bras maintenant. Tant qu'à passer peu de paris, autant que quand ça passe gros. Et je crois que c'est l'idée aussi de Christophe qui en plus va commencer également par Angleterre-Croatie et par un happy bet, le fameux happy bet de PMU, le pari qui nous rend heureux. Enfin, on l'espère. Vas-y Christophe. Absolument. Le pari qui doit me rendre heureux, c'est sur à nouveau ce match Angleterre-Croatie. C'est Harry Kane marque en première période. C'est à 4,40. J'hésitais avec Kane mais un doublé, choses comme ça. Alors, la Croatie est meilleure que la Russie, mais je vois quand même une espèce de cousinage entre Harry Kane et Romelu Lukaku. Je suis pas sûr qu'ils mettront beaucoup de buts sur la phase finale, parce que de toute façon, pas contre eux, mais de manière générale, on se rend compte assez souvent que les meilleurs buteurs des compétitions, forcément, ils statent pas mal sur les 3 premiers matchs où tu as minimum un adversaire relativement facile, et beaucoup moins sur les phases finales. Je pense que les deux peuvent légitimement se disputer le titre de meilleur buteur, et je pense qu'Harry Kane peut faire exploser cette défense croate. La vraie variable, dans tous les cas il faut qu'il marque, mais là où je rajoute une condition, c'est qu'il marque en première période. Mais je pense que la Croatie a quelques bons numéro 9, quelques bons joueurs offensifs. Kramaric par exemple, c'est pas mal, mais je suis pas spécialement convaincu par l'articulation défensive. Donc je vois l'Angleterre marquer plusieurs buts, dont au moins un dans le jeu, et donc a priori si t'en mets un dans le jeu, Harry Kane a des bonnes chances d'être impliqué, même s'il peut marquer aussi sur coup de pied arrêté. Donc voilà, honnêtement, si tu imagines qu'Harry Kane marque face à des Croates qui sont quand même pas dans une super passe, qui puissent le faire en première période à 4,40, je trouve ça pas mal, et donc ça pourrait être un joli happy bet. Je ris en même temps, c'est pas très drôle, mais il y a eu un commentaire sur l'équipe qui est à la fois scandaleux et complètement hors sol. Alors qu'il y a un article qui explique que Christian Eriksen a en effet eu les autres joueurs danois par téléphone et qu'il les a convaincus de reprendre le match, de jouer. Et le commentaire d'un homme qui s'appelle Dans les pieds, dont le pseudo est en 4 Dans les pieds, dit « Vu leur niveau, il aurait presque pu rejouer ». Il a mangé 6 pouces rouges sur le site de l'équipe, 0 pouces verts. C'est le seul commentaire actuellement. C'est assez audacieux, assez osé. Je pense qu'il ne doit pas être très populaire dans les commentaires de l'équipe. Commentaires dans lesquels souvent les auteurs se font fracasser, parce qu'à chaque fois j'essaie de ne pas les lire et Christophe me les envoie quand je me fais insulter. Donc c'est toujours un plaisir de lire les commentaires sur internet. Christophe, ton deuxième pari, Pays-Bas-Ukraine, tu vas nous parler du Malinois. Absolument, j'espère que ce pari sera un peu plus brillant que l'intervention que tu... Je savais que je me mangerais attaquer, c'est pour ça que je le fais parfois. Alors Paris, d'abord l'énoncé du pari pour les fidèles auditeurs. Ruslan Malinovski, buteur à 7. Ruslan Malinovski qui sort de 2 saisons à 8 buts en championnat avec l'Atalanta, qui a également marqué cette saison 2 buts en Coupe d'Italie. Est-ce que Malinovski n'est pas le nouveau Juan Arango en termes de frappe et de missiles? Ouais, alors Arango, dans mon souvenir, il les mettait surtout sur coup franc. Où il était exceptionnel, le Vénézuélien. C'était plus parabolique. C'était plus enroulé. Ouais, c'est ça. Mais je pensais aux gauchers qui se signalent par des grosses frappes une fois par mois. J'aime bien le concept de ce signal. Je trouve que c'est pas mal. Mais en tout cas, Malinovski, l'une des meilleures frappes entrée de surface, légèrement hors surface d'Europe. Bon, après, il tente beaucoup aussi, mais il a des raisons de tenter. Donc, c'est-à-dire que dans cette équipe ukrainienne, même si tu subis,
il y aura au moins, je suis prêt à parier, c'est pas beaucoup d'argent, hein, mais je pense qu'il aura au moins 2 frappes dans ce match-là. Après, il faudra les mettre. Mais on va dire que ce qui m'a encore plus incité à parier sur un but ukrainien, et donc bon voilà, j'ai choisi une cote assez intéressante sur le buteur, c'est le fait que les Pays-Bas n'aient pas De Ligt sur ce match-là, et ce qui s'est passé avec Silesen Covidé, et du coup Stekelenburg qui se retrouve titulaire. Alors rien contre lui, hein, mais il a 38 ans, c'est le deuxième gardien de l'Ajax, qui joue un petit peu depuis que Onana a été suspendu, mais voilà, je pense que si tu fais la liste des 24 gardiens, je pense pas que Stekelenburg soit dans le top 15. Si en plus donc tu rajoutes ces Pays-Bas qui peuvent être friables, à qui tu enlèves De Ligt qui est leur meilleur central, on est loin de l'hypothétique défense à 2 en 4-3-3 avec De Ligt et Van Dijk. Du coup là t'en auras un qui ne sera jamais là et l'autre qui va rater le premier match. Donc ça me fait deux incertitudes défensives d'une équipe qui est quand même assez joueuse et qui peut se faire prendre en transition, qui donc en plus perd 2 individualités assez fortes, même si les scènes c'était pas non plus Gordon Banks. Donc voilà, je pense que l'Ukraine va quand même subir. J'imagine par exemple qu'un Depay aura pas mal d'occasions, etc. Mais ça me paraît pas du tout déconnant d'imaginer que l'Ukraine aura quand même ses 4-5 occasions de marquer, et qu'elle va en mettre 1, 2, ça me paraît peut-être beaucoup, mais 1. Et donc franchement voilà, partir sur Malinowski, qui est un joueur très référencé et qui marque, et qui est capable donc de marquer un peu hors temps fort avec ses frappes de loin, à 7. C'est un petit risque, mais si je passe ça peut me laisser un petit peu tranquille pour les prochains jours. Merci pour le bingo aussi avec le c'est pas déconnant ou ce serait pas déconnant. Absolument. Qui est une habitude de vue du banc. Et j'entends Florent s'épuiser et s'étirer, donc il va être l'heure de se quitter et de se retrouver demain pour donc parler d'Angleterre-Croatie, de Pays-Bas-Ukraine, d'Autriche-Macédoine du Nord, à peu près à la même heure. Là il est 1h du matin, on est en train de finir d'enregistrer, ça devrait arriver d'ici peu. Donc, de toute façon, une fois que je dis ça, vous êtes déjà en train de nous écouter, donc c'est idiot, je vous laisse, merci. Je vois Florent catastrophé, mais ça c'est un bingo vu du banc aussi, hein. Je suis pas le seul à le faire, je sais que Christophe parfois s'en rend compte aussi. C'était un plaisir, messieurs, on se retrouve demain pour parler donc de 3 nouveaux matchs. Ciao. Salut. Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.